La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen. Troisième histoire, le jardin de la magicienne. Mais que disait la petite Gerda maintenant que Kai n'était plus là? Où était-il? Personne ne le savait. Personne ne pouvait expliquer sa disparition. Les garçons savaient seulement qu'ils l'avaient vu attacher son petit traîneau à un autre, très grand, qui avait tourné dans la rue et il était sorti de la ville. Nul ne savait où il était. On versa des larmes, la petite Gerda pleura beaucoup, et longtemps. Ensuite, on dit qu'il était mort, qu'il était tombé dans la rivière coulant près de la ville. Les jours de cet hiver-là furent longs et sombres. Enfin, vint le printemps et le soleil. « Kai est mort et disparu », disait la petite Gerda. « Nous ne le croyons pas », répondaient les rayons du soleil. « Il est mort et disparu », dit-elle aux hirondelles. « Nous ne le croyons pas », répondait-elle. À la fin, la petite Gerda ne le croyait pas non plus. « Je vais mettre mes nouveaux souliers rouges, dit-elle un matin, ce que Kai n'a jamais vu, et je vais aller jusqu'à la rivière l'interroger. » Il était de bonne heure. Elle embrassa sa grand-mère qui dormait, mit ses souliers rouges, et toute seule sortit par la porte de la ville vers le fleuve. « Est-il vrai que tu m'as pris mon petit camarade de jeu? Je te ferai cadeau de mes souliers rouges si tu me le rends. » Il lui sembla que les vagues lui faisaient signe. Alors elle enleva ses souliers rouges, ceux auxquels elle tenait le plus, et les jeta tous les deux dans l'eau. Mais ils tombèrent tout près du bord, et les vagues les repoussèrent tout de suite vers elle, comme si la rivière ne voulait pas les accepter, puisqu'elle n'avait pas pris le petit Kai. Gerda crut qu'elle n'avait pas lancé des souliers assez loin, alors elle grimpa dans un bateau qui était là, entre les roseaux. Elle alla jusqu'au bout du bateau, et jeta de nouveau ses souliers dans l'eau. Par malheur, le bateau n'était pas attaché, et dans le mouvement qu'elle fit, il s'éloigna de la rive. Elle s'en aperçut aussitôt et voulut retourner à terre, mais avant qu'elle n'y eût réussi, il était déjà loin sur l'eau, et il s'éloignait de plus en plus vite. Alors la petite Gerda fut prise d'une grande frayeur et se mit à pleurer. Mais personne ne pouvait l'entendre excepté les moineaux, et ils ne pouvaient pas la porter. Ils volaient seulement le long de la rive, en chantant pour la consoler. « Nous voici, nous voici !» Le bateau s'en allait à la dérive. La pauvre petite était là, toute immobile sur ses bas. Les petits souliers rouges flottaient derrière elle, mais ne pouvaient pas atteindre la barque qui allait plus vite. « Peut-être la rivière va-t-elle m'emporter auprès de Kai ?» pensa Gerda en reprenant courage. Elle se leva et durant des heures admira la beauté des rives verdoyantes. Elle arriva ainsi à un grand champ de cerisiers où se trouvait une petite maison avec de drôles de fenêtres rouges et bleues et un toit de chaume. Devant elle, 2 soldats de bois présentaient les armes à ceux qui passaient. Gerda les appela croyant qu'ils étaient vivants, mais naturellement, ils ne répondirent pas. Elle les approcha de tout près et le flot poussa la barque droit vers la terre. Gerda appela encore plus fort. Alors sortit de la maison une vieille femme qui s'appuyait sur un bâton à crochet. Elle portait un grand chapeau de soleil orné de ravissantes fleurs peintes. « Pauvre petit enfant, » dit la vieille, « comment es-tu venu sur ce fort courant qui t'emporte loin dans le vaste monde ?» La vieille dame entra dans l'eau, accrocha le bateau avec le crochet de son bâton, le tira à la rive et fit sortir la petite fille. Gerda était bien contente de toucher le sol sec, mais un peu effrayée par cette vieille femme inconnue. « Viens me raconter qui tu es et comment tu es ici, » disait-elle. La petite lui expliqua tout, et la vieille branlait la tête en faisant « Et comme Gerda, lui ayant tout dit, lui demandait si elle n'avait pas vu le petit Kai, la femme lui répondit qu'il n'avait pas passé encore, mais qu'il allait sans doute venir, qu'il ne fallait en tout cas pas qu'elle s'en attriste, mais qu'elle entre goûter ses confitures de cerises, admirer ses fleurs plus belles que celles d'un livre d'images. Chacune d'elles savait raconter une histoire. Alors elle prit Gerda par la main, et elles entrèrent dans la petite maison dont la vieille femme ferma la porte. Les fenêtres étaient situées très haut, et les vitres étaient rouges, bleues et jaunes. La lumière du jour y prenait des teintes étranges, mais sur la table, il y avait de délicieuses cerises. Gerda en mangeant tout autant qu'il lui plut. Tandis qu'elle mangeait, la vieille peignait sa chevelure avec un peigne d'or, et ses cheveux blonds bouclaient et brillaient autour de son aimable petit visage, tout rond, semblable à une rose.
J'avais tant envie d'avoir une si jolie petite fille, dit la vieille. Tu vas voir comme nous allons bien nous entendre. À mesure qu'elle peignait les cheveux de Gerda, la petite oubliait de plus en plus son camarade de jeu. Car la vieille était une magicienne, pas une méchante sorcière. Elle s'occupait un peu de magie, comme ça, seulement pour son plaisir personnel, et elle avait très envie de garder la petite fille auprès d'elle. C'est pourquoi elle sortit dans le jardin, tendit sa canne accrochée vers tous les rosiers, et quoique chargés des fleurs les plus ravissantes, ils disparurent dans la terre noire. On ne voyait même plus où ils avaient été. La vieille femme avait peur que Gerda, en voyant les roses, ne vînt à se souvenir de son rosier à elle, de son petit camarade Kai, et qu'elle ne s'enfuit. Ensuite, elle conduisit Gerda dans le jardin fleuri. Oh, quel parfum délicieux! Toutes les fleurs et les fleurs de toutes les saisons étaient là, dans leur plus belle floraison. Nul livre d'images n'aurait pu être plus varié et plus beau. Gerda sauta de plaisir et joua jusqu'au moment où le soleil descendit derrière les grands cerisiers. Alors, on la mit dans un lit délicieux, garni d'édredons de soie rouge, bourré de violettes bleues. Et elle dormit et rêva comme une princesse au jour de ses noces. Le lendemain, elle joua encore parmi les fleurs dans le soleil, et les jours passèrent. Gerda connaissait toutes les fleurs par leur nom. Il y en avait tant et tant, et cependant, il lui semblait qu'il lui en manquait une. Laquelle? Elle ne le savait pas. Un jour, elle était là, assise, et regardait le chapeau de soleil de la vieille femme, avec les fleurs peintes, où justement la plus belle des fleurs était une rose. La sorcière avait tout à fait oublié de la faire disparaître de son chapeau, en même temps qu'elle faisait descendre dans la terre les vraies roses. On ne pense jamais à tout. « Comment » s'écria Gerda. « Il n'y a pas une seule rose ici ?» Elle sauta au milieu de tous les parterres, chercha et chercha, mais n'en trouva aucune. Alors elle s'assit sur le sol et pleura. Mais ses chaudes larmes tombèrent précisément à un endroit où un rosier s'était enfoncé. Et lorsque les larmes mouillèrent la terre, l'arbre reparut soudain plus magnifiquement fleuri qu'auparavant. Gerda l'entoura de ses bras et pensa tout d'un coup à ses propres roses de chez elle et à son petit ami Kai. « Oh, comme on m'a retardée !» dit la petite fille. « Je devais chercher Kai. Ne savez-vous pas où il est ?» demanda-t-elle aux roses. « Croyez-vous vraiment qu'il soit mort et disparu ?»« Non, il n'est pas mort, » répondirent les roses. « Nous avons été sous la terre. Tous les morts y sont, et Kai n'y était pas. »« Merci, merci à vous !» dit Gerda allant vers les autres fleurs. Elle regarda dans leur calice et demanda. « Ne savez-vous pas où est le petit Kai ?» Mais chaque fleur debout au soleil rêvait sa propre histoire. Gerda en entendit tant et tant, aucune ne parlait de Kai. Mais que disait le lys rouge? « Entends-tu le tambour, boum boum, deux notes seulement, boum boum. Écoute le chant de deuil des femmes, l'appel du prêtre. Dans son long sari rouge, la femme hindoue est debout sur le bûcher. Des flammes montent autour d'elle et de son époux défunt. Mais la femme hindoue pense à l'homme qui est vivant dans la foule autour d'elle, à celui dont les yeux brûlent, plus ardents que des flammes, celui dont le regard touche son cœur plus que cet incendie qui bientôt réduira son corps en cendres. La flamme du cœur peut-elle mourir dans les flammes du bûcher? »« Je n'y comprends rien du tout, » dit la petite fille. « C'est là mon histoire, » dit le lys rouge. Et que disait le liseron? Là-bas, au bout de l'étroit sentier de montagne est suspendu un vieux castel. Le lierre épais pousse sur les murs rongés, feuille contre feuille, jusqu'au balcon où se tient une ravissante jeune fille. Elle se penche sur la balustrade et regarde au loin sur le rocher, et regarde au loin sur le chemin. Aucune rose dans le branchage n'est plus fraîche que cette jeune fille. Aucune fleur de pommier que le vent arrache à l'arbre et emporte au loin n'est plus légère. Dans le froufrou de sa robe de soie, elle s'agite. Ne vient-il pas? Est-ce de Kai que tu parles? Demanda Gerda. Je ne parle que de ma propre histoire, de mon rêve, répondit le liseron. Mais que dit le petit personnage? Dans les arbres, cette longue planche suspendue par deux cordes, c'est une balançoire. Deux délicieuses petites filles. Les robes sont blanches, de longs rubans verts flottent à leur chapeau. Ils sont assises et s'y balancent.
Le frère, plus grand qu'elle, se met debout sur la balançoire. Il passe un bras autour de la corde pour se tenir. Il tient d'une main une petite coupe, de l'autre une pipe d'écume. Il fait des bulles de savon. La balançoire va et vient. Les bulles de savon au teint irisé s'envolent. La dernière tient encore à la pipe et se penche dans la brise. La balançoire va et vient. Le petit chien noir, aussi léger que les bulles de savon, se dresse sur ses pattes de derrière et veut aussi monter, mais la balançoire vole. Le chien tombe, il aboie, il est furieux. On rit de lui. Les bulles éclatent. Voilà. Une planche qui se balance, une écume qui se brise. Voilà ma chanson. C'est peut-être très joli ce que tu dis là, mais tu le dis tristement et tu ne parles pas de Caille. Que dit la Jacinthe? Il y avait 3 sœurs délicieuses, transparentes et délicates. La robe de la première était rouge, celle de la seconde bleue, celle de la troisième toute blanche. Elles dansaient en se tenant par la main près du lac, si calme, au clair de lune. Elles n'étaient pas les filles des elfes, mais bien des enfants des hommes. L'air embaumait d'un exquis parfum. Les jeunes filles disparurent dans la forêt. Le parfum devenait de plus en plus fort. 3 cercueils où étaient couchées les ravissantes filles glissaient d'un fourret et la forêt dans le lac. Les vers luisants volaient autour comme des petites lumières flottantes. Dormaient-elles, ces belles filles? Étaient-elles mortes? Le parfum des fleurs dit qu'elles sont mortes. Les cloches sonnent pour les défuntes. « Tu me rends malheureuse, » dit la petite Garda. « Tu as un parfum si fort qui me fait penser à ces pauvres filles. Hélas, le petit Caille est-il vraiment mort? Les roses qui ont été sous la terre me disent que non. » Ding-dong sonnèrent les clochettes de Jacinthe. « Nous ne sonnons pas pour le petit Caille, nous ne le connaissons pas. Nous chantons notre chanson. C'est la seule que nous sachions. » Garda se tourna alors vers le bouton d'or qui brillait parmi les feuilles vertes, luisant. « Tu es un vrai petit soleil, » lui dit Garda. « Dis-moi si tu sais où je trouverai mon camarade de jeu. » Le bouton d'or brillait tant qu'il pouvait et regardait aussi la petite fille. Mais quelle chanson savait-il? On n'y parlait pas non plus de Caille. Dans une petite ferme, le soleil brillait au premier jour du printemps. Ses rayons frappaient le bas du mur blanc du voisin. Et tout près poussaient les premières fleurs jaunes, or lumineux dans ses chauds rayons. Grand-mère était assise dehors dans son fauteuil. Sa petite fille, la pauvre et jolie servante, rentrait d'une courte visite. Elle embrassa la grand-mère. Il y avait de l'or du cœur dans ce baiser béni, de l'or sur les lèvres, de l'or au fond de l'être, de l'or dans les claires heures du matin. « Voilà ma petite histoire, » dit le bouton d'or. « Ma pauvre grand-mère, » soupira Garda. « Elle me regrette sûrement et elle s'inquiète comme elle s'inquiétait pour Caille. Mais je rentrerai bientôt et je ramènerai Caille. » Ça ne sert à rien que j'interroge les fleurs. Elles ne connaissent que leurs propres chansons. Elles ne savent pas me renseigner. Elle retroussa sa petite robe pour pouvoir courir plus vite, mais le narcisse lui fit un croc en jambe au moment où elle sautait par-dessus lui. Alors, elle s'arrêta, regarda la haute fleur et demanda « Sais-tu par hasard quelque chose ?» Elle se pencha très bas pour être près de lui. « Et que dit-il ?»« Je me vois moi-même. Oh oh, quel parfum je répands. Là-haut dans la mansarde, à demi vêtue, se tient une petite danseuse, tantôt sur une jambe, tantôt sur les deux. Elle envoie promener tout le monde entier de son pied. Au fond, elle n'est qu'une illusion visuelle, pure imagination. Elle verse l'eau de la théière sur un morceau d'étoffe qu'elle tient à la main, c'est son corselet. La propreté est bonne chose. La robe blanche est suspendue à la patère, elle a aussi été lavée dans la théière et séchée sur le toit. Elle met la robe et un fichu jaune safran autour du cou pour que la robe paraisse plus blanche. La jambe en l'air, dressée sur une longue tige, comme moi, je me vois moi-même. « Mais je m'en moque !» cria Garda. « Pourquoi me raconter cela ?» Elle courut au bout du jardin. La porte était fermée, mais elle remua la charnière rouillée qui céda, la porte s'ouvrit. Alors la petite Garda sans chaussures s'élança sur ses bas dans le monde. Elle se retourna 3 fois, mais personne ne la suivait. À la fin, lasse de courir, elle s'assit sur une grande pierre. Lorsqu'elle regarda autour d'elle, elle vit que l'été était passé. On était très avancé dans l'automne. Ce qu'on ne remarquait pas du tout dans le jardin enchanté, où il y avait toujours du soleil et toutes les fleurs de toutes les saisons. « Mon Dieu, que j'ai perdu de temps !» s'écria Garda. «
Voilà que nous sommes en automne, je n'ai pas le droit de me reposer. » Elle se leva et partit. Comme ses petits pieds étaient endoloris et fatigués. Autour d'elle, tout était froid et hostile. Les longues feuilles du saule étaient tout jaunes et le brouillard s'égouttait d'elle. Une feuille après l'autre tombait par terre. Seul le prunellier avait des fruits âcres à vous en resserrer toutes les gencives. Oh, que tout était gris et lourd dans le vaste monde. 4e histoire, Prince et Princesse. Encore une fois, Gerda dut se reposer. Elle s'assit. Alors sur la neige, une corneille sautilla auprès d'elle. Une grande corneille, qui la regardait depuis un bon moment, et secoua la tête. Elle fit « Croix, croix, bonjour, bonjour !» Elle ne savait dire mieux, mais avait d'excellentes intentions. Elle demanda à la petite fille où elle allait ainsi toute seule à travers le monde. Le mot « seul », Gerda le comprit fort bien. Elle sentait mieux que quiconque tout ce qu'il pouvait contenir. Elle raconta toute sa vie à la corneille et lui demanda si elle n'avait pas vu Kai. La corneille hocha la tête et sembla réfléchir. « Mais peut-être bien. Ça se peut. Vraiment, tu le crois ?» cria la petite fille. Elle aurait presque tué la corneille tant elle l'embrassait. « Doucement, doucement, » fit la corneille. « Je crois que ce pourrait bien être Kai, mais il t'a sans doute oublié pour la princesse. »« Est-ce qu'il habite chez une princesse ?» demanda Gerda. « Oui. Écoute, mais je m'exprime si mal dans ta langue. Si tu comprenais le parler des corneilles, ça me serait plus facile. »« Non, ça je ne l'ai pas appris, » dit Gerda. « Mes grand-mères le savaient, elles savaient tout. Si seulement je l'avais appris. »« Ça ne fait rien. Je raconterai comme je pourrai très mal sûrement. » Et elle se mit à raconter. « Dans ce royaume où nous sommes, habite une princesse d'une intelligence extraordinaire. L'autre jour, elle était assise sur le trône. Ce n'est pas si amusant d'après ce qu'on dit. Elle se mit à fredonner. « Pourquoi ne pas me marier ?»« Tiens, ça me donne une idée !» s'écria-t-elle. Elle eut envie de se marier, mais elle voulait un mari capable de répondre avec esprit quand on lui parlait de toutes choses. « Chaque chose que je dis est la pure vérité !» interrompit la corneille. « J'ai une fiancée qui est apprivoisée et se promène librement dans le château. C'est elle qui m'a tout raconté. » Sa fiancée était naturellement aussi une corneille, car une corneille mâle cherche toujours une fiancée de son espèce. Tout de suite, les journaux parurent avec une bordure de cœur à l'initiale de la princesse. On y disait que tout jeune homme de bonne apparence pouvait monter au château et parler à la princesse. Et celui qui parlerait de façon que l'on comprenne tout de suite qu'il était bien à sa place dans un château, que celui, enfin, qui parlerait le mieux, la princesse le prendrait pour époux. « Oui, oui, tu peux m'en croire, c'est aussi vrai que me voilà, » dit la corneille. Les gens accouraient. Quelle foule, quelle presse, mais sans succès le premier ni le second jour. Ils parlaient tous très facilement dans la rue, mais quand ils avaient dépassé les grilles du palais, vu les gardes en uniforme brodés d'argent, les laquais en livrée d'or sur des escaliers et les grands salons illuminés, ils étaient tous déconcertés. Ils se tenaient devant le trône où la princesse était assise et ne savaient que dire, sinon répéter le dernier mot qu'elle avait prononcé. Et ça, elle ne se souciait nullement de l'entendre répéter. On aurait dit que tous ses prétendants étaient tombés en léthargie, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dehors, dans la rue, alors ils retrouvaient la parole. Il y avait que depuis les portes de la ville jusqu'au château, affirma la corneille. Quand ils arrivaient au château, on leur offrait même pas un verre d'eau. Les plus avisés avaient bien apporté des tartines, mais ils ne partageaient pas avec leurs voisins. Ils pensaient: s'il a l'air affamé, la princesse ne le prendra pas. « Mais Kai, mon petit Kai, comment parleras-tu? Était-il parmi tous ces gens-là ?»« Patience, patience, nous y sommes. » Le 3e jour arriva, un petit personnage sans cheval ni voiture. Il monta d'un pas décidé jusqu'au château. Ses yeux brillaient comme les tiens. Il avait de beaux cheveux longs, mais ses vêtements étaient bien pauvres. C'était Kai! Jubila Gerda. Enfin, je l'ai trouvé! Et elle battit des mains. Il avait un petit sac sur le dos, dit la corneille. Non, c'était sûrement son traîneau, dit Gerda. Il était parti avec. Possible, répondit la corneille.
Je n'y ai pas regardé de si près, mais ma fiancée apprivoisée m'a dit que lorsqu'il entra par le grand portail, qu'il vit des gardes en uniforme brodé d'argent, les laquais des escaliers vêtus d'or, et il ne fut pas du tout intimidé. Il les salua, disant « Comme ce doit être ennuyeux de rester sur l'escalier, j'aime mieux entrer. » Le salon était brillamment illuminé. Les conseillers particuliers et des excellences marchaient pieds nus et portaient des plats en or. C'était quelque chose de très important. Il avait des souliers qui craquaient très fort. Il ne se laissa pas impressionner. « C'est sûrement Kai !» dit Gerda. « Je sais qu'il avait des souliers neufs et je les entendais craquer dans la chambre de grand-maman. » Mais plein d'assurance, il s'avança jusque devant la princesse qui était assise sur une perle grande comme une roue de rouet. Toutes les dames de la cour, avec leurs servantes et les servantes de leurs servantes, et tous les chevaliers, avec leurs serviteurs et les serviteurs de leurs serviteurs, qui eux-mêmes avaient droit à un petit valet, se tenaient debout tout autour. Et plus ils étaient près de la porte, plus ils avaient l'air fiers. Le valet du domestique du premier serviteur, qui se promène toujours en pantoufles, on ose à peine le regarder tellement il a l'air fier debout devant la porte. Mais est-ce que Kai a tout de même eu la princesse? Si je n'étais pas Corneille, je l'aurais prise. Il était décidé et charmant. Il n'était pas venu en prétendant, mais seulement pour juger de l'intelligence de la princesse. Et il la trouva remarquable. Et elle le trouva très bien aussi. C'était lui, c'était Kai, s'écria Gerda. Il était si intelligent, il savait calculer de tête, même avec les chiffres décimaux. Oh, conduis-moi au château. C'est vite dit, répartit la Corneille. Mais comment? J'en parlerai à ma fiancée apprivoisée. Elle saura nous conseiller, car il faut bien que je te dise qu'une petite fille comme toi ne peut pas entrer régulièrement. Si, j'irai, dit Gerda. Quand Kai entendra que je suis là, il sortira tout de suite pour venir me chercher. Attends-moi là, près de l'escalier. Elle secoua la tête et s'envola. Il faisait nuit lorsque la Corneille revint. Fit-elle. Ma fiancée te fait dire 1000 choses, et voici pour toi un petit pain qu'elle a pris à la cuisine. Ils ont assez de pain là-dedans, et tu dois avoir faim. Il est impossible que tu entres au château. Tu n'as pas de chaussures. Les gardes en argent et les laquais en or ne le permettraient pas. Mais ne pleure pas, tu vas tout de même y aller. Ma fiancée connaît un petit escalier dérobé qui conduit à la chambre à coucher, et elle sait où elle peut prendre la clé. Alors la Corneille et Gerda s'en allèrent dans le jardin, dans les grandes allées où les feuilles tombaient l'une après l'autre, puis au château, où les lumières s'éteignaient l'une après l'autre, et la Corneille conduisait Gerda jusqu'à une petite porte derrière qui était entrebâillée. Oh, comme le cœur de Gerda battait d'inquiétude et de désir, comme si elle faisait quelque chose de mal, et pourtant elle voulait seulement voir qu'il s'agissait bien de Kai. Oui, ce ne pouvait être que lui. Elle pensait si intensément à ses yeux intelligents, à ses longs cheveux. Elle le voyait vraiment sourire, comme lorsqu'ils étaient à la maison sous les roses. Il serait sûrement content de la voir, de savoir quel long chemin elle avait fait pour le trouver. Les voilà dans l'escalier, où brûlait une petite lampe sur un buffet. Au milieu du parquet se tenait la Corneille apprivoisée, qui tournait la tête de tous les côtés et considérait Gerda, laquelle fit une révérence comme grand-mère le lui avait appris. « Mon fiancé m'a dit tant bien de vous, ma petite demoiselle, » dit la Corneille apprivoisée. « Du reste, votre curriculum vitae, comme on dit, est si touchant. Voulez-vous tenir la lampe? Je marcherai devant. Nous irons tout droit. Ici, nous ne rencontrerons personne. »« Il semble que quelqu'un marche juste derrière nous, » dit Gerda. Quelque chose passa près d'elle en bruissant. Sur les murs glissaient des ombres, chevaux et crinières flottantes, et aux jambes fines, jeunes chasseurs, cavaliers et cavalières. « Rêve que tout cela, » dit la Corneille. « Ils viennent seulement s'orienter vers la chasse les rêves de nos princes. Nous pourrons d'autant mieux les contenter dans leur lit. Mais autre chose, si vous entrez en grâce et prenez l'importance ici, vous montrerez-vous reconnaissante? »« Ne parlons pas de ça, » dit la Corneille de la forêt. Ils entrèrent dans la grande salle tendue de satin rose à grandes fleurs. Les rêves les avaient dépassés et couraient si vite que Gerda ne put apercevoir les hauts personnages. Les salles se succédaient, l'une plus belle que l'autre. On en était impressionné, et ils arrivèrent à la chambre à coucher. Le plafond ressemblait à un grand palmier aux feuilles de verre précieux.
et au milieu du parquet se trouvaient accrochés à une tige d'or 2 lits qui ressemblaient à des lys. L'un était blanc, et la princesse y était couchée, l'autre était rouge, et c'est dans celui-là que Gerda devait chercher le petit Kai. Elle écarta quelques pétales rouges et aperçut une nuque brune. « Oh, c'est Kai !» cria-t-elle tout haut en élevant la lampe vers lui. Les rêves à cheval bruissaient dans la chambre. Il s'éveilla, tourna la tête vers elle, et ce n'était pas le petit Kai. Le prince ne lui ressemblait que par la nuque, mais il était jeune et beau. Alors la petite Gerda se mit à pleurer. Elle raconta toute son histoire et ce que les corneilles avaient fait pour l'aider. « Pauvre petite !» s'exclamèrent le prince et la princesse. Ils louaient grandement les corneilles, déclarant qu'ils n'étaient pas du tout fâchés, mais qu'elles ne devaient tout de même pas recommencer. Cependant, ils voulaient leur donner une récompense. « Volez-vous librement ?» demanda la princesse. « Ou voulez-vous avoir la charge des corneilles de la cour, ayant droit à tous les déchets de la cuisine ?» Les 2 corneilles firent la révérence et demandèrent une charge fixe. Elles pensaient à leur vieillesse et qu'il était toujours bon d'avoir quelque chose de sûr pour ses vieux jours. Le prince se leva de son lit et permit à Gerda d'y dormir. Il ne pouvait vraiment faire plus. Elle joignit ses petites mains en pensant « Comme il y a des êtres humains et aussi des animaux qui sont bons !» Là-dessus, elle ferma les yeux et s'endormit délicieusement. Tous les rêves voltigèrent à nouveau autour d'elle. Cette fois, ils avaient l'air d'anges du bon Dieu. Ils portaient un petit traîneau sur lequel était assis Kai qui saluait. Mais tout ceci n'était qu'un rêve et disparut dès qu'elle s'éveilla. Le lendemain, on la vêtit de la tête aux pieds de soie et de velours. Elle fut invitée à rester au château et à couler de jours heureux. Mais elle demanda seulement une petite voiture attelée d'un cheval et une paire de petites bottines. Elle voulait repartir de par le monde pour retrouver Kai. On lui donna des petites bottines et un manchon. On l'habilla à ravir et au moment de partir, un carrosse d'or pur attendait devant la porte. La corneille de la forêt, mariée maintenant, les accompagna pendant 3 lieues. Assise à côté de la petite fille car elle ne pouvait supporter de rouler à reculons, la 2e corneille, debout à la porte, battait des ailes. Souffrant d'un grand mal de tête pour avoir trop mangé depuis qu'elle avait obtenu un poste fixe, elle ne pouvait les accompagner. Le carrosse était bourré de craquelins sucrés, de fruits et de pain d'épices. « Adieu! Adieu !» criaient le prince et la princesse. Et Gerda pleurait. La corneille pleurait. Les premières lieues passèrent ainsi, puis la corneille fit aussi ses adieux, et ce fut la plus dure séparation. Elle s'envola dans un arbre et battit de ses ailes noires aussi longtemps que fut en vue la voiture qui rayonnait comme le soleil lui-même.